Une solution politique est la meilleure option pour ramener la paix en Libye. L'Algérie et la Tunisie en sont convaincus et invitent à la poursuite des efforts dans ce sens. En visite officielle en Tunisie, Sabri Boukadoum, le ministre algérien des Affaires étrangères, a abordé le sujet du conflit libyen avec son homologue tunisien Othman Jarandi, surtout que les deux pays partagent des frontières avec la Libye. Lundi, dans un communiqué qui rend compte de cette visite, le ministère des Affaires étrangères de la Tunisie évoque une convergence de vues autour du rôle des deux pays dans le rapprochement des vues des parties libyennes. Sur l'avantage que présente la solution politique recommandée, le communiqué précise qu'elle préservera l'unité de la Libye, sa sécurité et sa stabilité, loin de toute ingérence étrangère, et ce à travers un dialogue inclusif, constructif et réel entre les enfants d'un même pays. Toute autre option nourrirait davantage ce conflit qui, au-delà de la Libye, est source d'instabilité pour les pays qui l'entourent et toute la région nord-africaine. Depuis 2015, deux gouvernements se partagent en effet la Libye et chacun de ces gouvernements ne manque pas de soutien à l'international. Le gouvernement d'union nationale, basé à Tripoli, est reconnu par l'Organisation des Nations Unies et a le soutien des pays comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Russie et d'autres. Un autre gouvernement a pris ses quartiers dans l'Est et ne manque pas non plus de soutien de pays étrangers. L'Algérie et la Tunisie n'entendent donc pas promouvoir une intervention de pays étrangers qui prendraient parti pour l'un quelconque des régimes, mais une médiation qui ferait asseoir les Libyens entre eux pour la recherche de solutions. Le rapport de 56 pages présenté par Amnesty International ce mardi sur la France dénonce les arrestations arbitraires de manifestants pacifiques victimes d'acharnements judiciaires, notamment pendant la période de mobilisation populaire des Gilets jaunes et contre la réforme des retraites. En 2018 et 2019, plus de 40 000 personnes ont été condamnées pour diverses infractions et délits sur la base de lois vagues fréquemment utilisées pour restreindre illégalement les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression, affirme l'ONG. Les infractions, souvent formulées de manière trop vague, amènent la justice à prononcer des sanctions disproportionnées contre les manifestants pacifiques, poursuit le rapport. Selon Marco Perolini, chercheur pour la France à Amnesty International, la répression des manifestants s'est accrue avec l'adoption de nouvelles lois, notamment celle d'avril 2019, pénalisant des comportements qui ne constituaient pas auparavant un délit, comme se couvrir le visage. En 2020, la crise sanitaire a été l'occasion d'étendre davantage les restrictions au droit de manifester. Selon l'ONG, 85 personnes ont été condamnées à des amendes pour avoir manifesté en mai et juin dernier. Le collectif Main dans la main pour sauver nos professions, qui rassemble des professionnels de la restauration et de la nuit, organisateur de la manifestation à Lille, entend exprimer son mécontentement contre ce type de mesures qui, disent-ils, contribuent à les stigmatiser. Depuis lundi, les bars lillois doivent fermer dès 22h, les restaurants à 0h30, alors que la métropole a été placée en zone d'alerte renforcée dans le cadre de l'épidémie de coronavirus. Les manifestations se sont multipliées dans d'autres villes du pays également. Une vingtaine de bistrotiers et restaurateurs parisiens ont brièvement manifesté dans l'est de la capitale, rue de Lappe, emblématique du quartier de Bastille, pour protester contre l'obligation de fermer à 22h. À Marseille, restaurateurs et patrons de bars ont imploré, mardi, le tribunal administratif de suspendre l'arrêté les obligeant à fermer pour 15 jours. Quand il y a dans une école, il y a un enfant qui fait une bêtise, c'est pas toute la classe qui prend, c'est le gamin qui a fait la bêtise. Ben là, c'est exactement pareil. Vous avez des professionnels qui respectent tout et à 100%. On a été contrôlé je ne sais combien de fois. Moi, pour ma part, j'ai été contrôlé plus de 30 fois dans mon établissement. Ça a été respecté à fond, comme il le faut. Alors, j'ai eu une fois
on met en place avec l'UMIH des protocoles stricts, très stricts, sanitaires, des protocoles sanitaires très très stricts. Et à côté de ça, on ne nous laisse quand même pas travailler. C'est-à-dire qu'on nous dit voilà, on vous fait confiance, mais on vous ferme quand même à 22h. Donc il faut savoir, c'est où on nous fait confiance, où on ne nous fait pas confiance. Mais si on ne nous fait pas confiance, à ce moment-là, qu'on nous aide derrière, qu'on aide la profession, qu'on aide le métier. À Rennes, près de 70 professionnels regroupés au sein du collectif On va tous trinquer ont appelé à manifester ce mercredi. Le gouvernement a annoncé mardi la prolongation du chômage partiel à 100% jusqu'à la fin de l'année pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés à l'issue d'une rencontre avec les représentants du secteur. Ce premier duel télévisé entre le président Donald Trump et le démocrate Joe Biden aura été l'un des plus chaotiques de l'histoire de cette messe présidentielle depuis 60 ans. Pendant que Donald Trump était attendu sur son bilan, sa gestion de la crise Covid, les nombreuses manifestations antiracistes, la situation économique, l'intégrité des élections et Joe Biden sur son projet, les deux candidats se sont lancés dans des attaques personnelles, des invectives et des railleries. Le candidat démocrate de 77 ans a traité le 45e président des États-Unis, 74 ans, de menteur puis de clown. Il n'y a rien d'intelligent en vous, a de son côté martelé Donald Trump, connu pour ses attaques personnelles depuis le début de la campagne. Il a accusé son adversaire de vouloir un système de santé socialiste. Joe Biden a lui, au contraire, dénoncé la volonté du locataire de la Maison-Blanche d'installer une juge conservatrice à la Cour suprême juste avant le scrutin du 3 novembre pour pouvoir, selon lui, se débarrasser de l'Obamacare, l'assurance santé mise en place lorsqu'il était lui-même vice-président de Barack Obama. Le milliardaire républicain s'est aussi attiré de vives critiques du camp démocrate pour avoir semblé tergiverser lorsque le journaliste lui a demandé s'il était prêt à condamner les suprémacistes blancs. Si Joe Biden s'est engagé à accepter le résultat du scrutin, Donald Trump a lui esquivé, se bornant une fois de plus à affirmer sans preuve que le vote par correspondance, qui s'annonce important en raison du Covid-19, favoriserait des fraudes sans précédent et pourrait empêcher de connaître le vainqueur avant des mois. Les deux autres débats présidentiels sont prévus les 15 et 22 octobre prochains, respectivement à Miami en Floride et à Nashville dans le Tennessee. Avec l'avènement de la Covid-19, le secteur touristique en Tunisie vit sa troisième crise. Il se relèvera cette fois-ci avec d'autres ambitions. À côté des gros complexes hôteliers de bord de plage, le gouvernement veut s'engager en faveur d'autres formes de tourisme, comme les gîtes ruraux qui ont fait le plein cet été. Une solution alternative pour les autorités tunisiennes. Pour nous, c'est un créneau très porteur. Le tourisme classique, ça reste aussi très important. Nous le considérons comme l'épine dorsale du secteur touristique en Tunisie. Mais nous voudrions aussi renforcer l'investissement dans le tourisme alternatif ou que j'appelle le tourisme complémentaire. Promouvoir les gîtes ruraux. Ce nouveau projet n'était cependant pas bien accueilli, surtout par les populations des sites sur lesquels il est implémenté. Un peu plus d'un an après l'ouverture d'un des sites, des clients se bousculent. De quoi faire changer d'avis aux riverains. Maintenant, les gens regardent le projet d'un autre œil parce qu'ils ont compris l'utilité pour toute la population. Les gens d'ici, ils ont compris, ils ont une place de travail assurée, pratiquement on travaille toute l'année. Les producteurs, ils ont commencé à comprendre, la nécessité de ce projet-là pour leurs produits, du terroir et autres. Et c'est une économie à longueur d'année et ce n'est pas une économie saisonnière. Le tourisme en Tunisie fait jusqu'à 14% du PIB et représente plus de 400 000 emplois. Frappé de plein fouet par le coronavirus, le pays, après avoir fermé pendant un temps ses frontières, les a rouvertes à de nombreux pays sans restriction de fin juin à fin août pour éviter une saison blanche touristique. Le rôle des États-Unis auprès de l'armée tunisienne s'est développé ces dernières années, notamment dans les domaines de la formation et de l'équipement pour la lutte antiterroriste, mais aussi dans le renforcement de la sécurité à la frontière avec la Libye voisine. Today,
Aujourd'hui, nos concurrents stratégiques, la Chine et la Russie, continuent d'intimider et de contraindre leurs voisins tout en étendant leur influence autoritaire dans le monde entier, y compris sur ce continent. Dans le même temps, les extrémistes violents continuent à représenter une menace non seulement pour la stabilité régionale, mais aussi pour notre patrie. Le partenariat durable des États-Unis avec des pays aux vues similaires, y compris ici en Afrique du Nord, est essentiel pour relever ces défis. En tant que partenaire mondial de choix, les États-Unis continueront d'approfondir nos alliances et partenariats à travers le continent, y compris avec la Tunisie, où votre gouvernement démocratique et votre souveraineté ont rendu possible une grande partie de notre travail dans la région. Nous nous réjouissons d'approfondir cette relation afin d'aider la Tunisie à protéger ses ports maritimes et ses frontières terrestres, à faire reculer le terrorisme et à éloigner de votre pays les tentatives néfastes des régimes autocratiques étrangers. Tout cela en construisant des liens plus étroits dans l'esprit et le service de ceux qui nous ont précédés sur cette voie. La Tunisie, considérée depuis 2015 par Washington comme un allié majeur dans la région, a été un appui discret mais crucial dans le dossier libyen. L'accord signé mercredi, une feuille de route dont le contenu n'a pas été détaillé, court sur 10 ans afin d'établir une relation longue permettant d'assurer la formation et l'après-vente en cas de cession d'armements sophistiqués, indique-t-on dans l'entourage de Esper. Face aux craintes de la population tunisienne, les autorités ont maintes fois démenti la présence de bases américaines en Tunisie. Le ministre américain achèvera sa tournée vendredi à Rabat, autre allié majeur dans la région. Uhuru Kenyatta, le président kenyan, est en visite en France dans le cadre du renforcement des relations économiques entre les deux pays. Il a présidé à la signature avec son homologue français de 3 contrats d'infrastructure d'une valeur de 2,15 milliards d'euros selon l'Élysée. Il s'agit d'une concession sur 30 ans permettant la construction de l'autoroute Nairobi-Nakuru-Mo-Summit, longue de 187 km par le consortium Meridiam Vinci Construction Vinci Concession, le plus important partenariat public-privé en Afrique de l'Est, ajoute l'Élysée. Le deuxième contrat porte sur le financement de la prolongation de la ligne 4 du métro de Nairobi qui doit relier l'aéroport au centre. Il est développé par un groupement des entreprises françaises Transdev, Aegis Vinci, Alstom, Thales et Stoa, et mobilise un prêt de trésor de 128 millions d'euros. Enfin, le dernier contrat vise à financer le raccordement de la centrale géothermique de Menengai dans le nord-ouest du Kenya au réseau de distribution électrique nationale. L'infrastructure sera réalisée par General Electric France, Alstom et Larsen & Toubro Limited avec un prêt du trésor de 62,5 millions d'euros.